Mexicain qui arrive en trottinette dans les déserts de la Sierra Madre. Y arriva, y arriva. Il garde la trottinette. Il prend sa guitare et il chante. Il y a la guacamole, les tapas, les chili con carne, c'est pas dégueulasse. Comme je n'ai pas trouvé pour déjeuner, je vais me préparer, aïe, 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 une tartine beurrée. Alors le Mexicain, il prend le pain, le beurre et se fait une tartine. Me gusta más. Il ouvre la bouche pour déguster sa tartine, ma precipitadamente, il y a un condor qui arrive. Il prend la tartine entre ses pattes et il s'envole dans la montagne. Maldito! Mais le Mexicain, il a tout prévu. Il a encore du matériel. En espagnol, du matos. Il reprend le pain. Le beurre se refait une autre tartine. Il ouvre la bouche pour la manger. Mais le condor, il revient. Il prend la tartine entre ses pattes et s'envole dans la montagne. Coño de condor. Là, le Mexicain se dit, ça va, le condor, il doit être gabé. Alors, il reprend le pain, le beurre, se fait une autre tartine, ouvre la bouche pour la manger. Mais le condor, il revient. Il prend la tartine et il s'envole dans la montagne. Alors là, les Mexicains, excusez-moi, je me rappelle plus la suite. Je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. J'en étais à combien de tartines? 3? Bah, je dois pas être loin de la fin où je dis caramba. Bah oui, parce que normalement, dans les histoires en 3 parties, c'est au bout de la 3e partie que vient la chute. Il y a plein d'histoires comme ça. Plein. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple l'histoire des 3 souris qui se rencontrent dans la cave d'un immeuble à Marseille. On dit les gars, César, Marius, vous avez vu? La dératisation vient de passer. Ils nous ont mis du blé empoisonné partout, ces couillons. Et alors, Fernand, pourquoi tu t'escagasses? Moi, j'ai une combine pour me le manger quand même. Ouh, c'est risqué, hein, mais ça marche. Leur blé, je me le lave. Oh, tu entends ça, César? Il lave du blé, on dirait qu'il blanchit de l'argent. Et alors, toi, hein, qu'est-ce que tu as fait de mieux, hein? Moi, ce que j'ai fait de mieux, monsieur, j'ai piqué le gruyère d'une tapette. Oh, tu as volé du fromage à un pédéo. Je te parle de tapette à souris, Parpagnat. J'ai pris une allumette, j'ai coincé le trapinou qui commande la ferraille pour pas qu'il m'esquiche la tête. J'ai retiré le bout de fromage de l'aiguillon sur lequel était piqué et je me le suis tortoré. Oui. Oh César, où tu vas? Oh, je parle pas aux petits joueurs, moi. Toi, Marius, avec ton blé empoisonné. Et toi, Fernand, avec ta tempête à souris, m'a fait rire à m'en péter l'embouligue, hein? Et toi, Tartarin, qu'est-ce que tu fais de mieux? Moi, messieurs, tel que vous me voyez, j'aurais sodomisé le chat. Voilà. Ça, c'est l'exemple même de l'histoire en 3 parties. Vous voyez? Pour qu'elle soit drôle, il faut qu'il y ait 2 parties avant la 3e. Ah bah, oui, parce que si je fais pas les 2 premières souris et que la 3e va directement se faire le chat, c'est horrible. Pauvre bête. Oh, puis en plus, ça veut rien dire. Donc, si mon histoire de Mexicain est une histoire en 3 parties, logiquement, à la 3e tartine, j'aurais dû dire caramba, et on aurait été mort de rire. Ah, peut-être que 3 tartines, ça suffit pas. On s'en tente une 4e? Oui. Allez. Alors, le Mexicain, il reprend le pain, le beurre. Une seconde, j'ai pas fait la tartine. Et ça fait une autre tartine. Il ouvre la bouche pour la manger. Mais le condor, il revient encore une fois. Il prend la tartine et s'envole dans la montagne.
Alors là, le Mexicain. Ah, c'est pas vrai. Ah, j'étais sûr que j'aurais un trou ce soir. J'étais sûr. Cet après-midi, je suis allé voir mon toubib, j'ai dit « Bonjour docteur, voilà, je suis embêté parce que je perds la mémoire. » Il me dit « Ah bon, depuis quand ?» Je dis « Depuis quand, quoi ?» Heureusement, je passe pas à question pour un champion, hein. Ah bah, faut apprendre l'encyclopédie par cœur. Avec ma mémoire, je suis mal barré, hein. Oh, bah tiens, alors dans la première émission de Questions pour un champion, qui a été diffusée il y a 20 ans, c'est 20 ans quand même, hein, il y avait un concurrent avec une mémoire infaillible. Chaque fois que Julien Lepers lui posait une question, l'autre il faisait « et il donnait la bonne réponse. Alors au bout de 4 semaines sans faute, Lepers, il commence à avoir les glandes. Il te lui sort une question d'histoire hyper difficile, que même Alain Decaux, il n'est pas au courant. Il fait « Monsieur, en 1922, à la veille de son exécution, le criminel Henri-Désiré Landru a pris son dernier repas dans sa cellule de la prison de Versailles. De quoi était composé ce repas? Une omelette. Et il se barre avec la cagnotte. 20 ans plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, le même mec revient à Question pour un champion. Lepers le reconnaît tout de suite. Il se dit, toi mon bonhomme, je vais te cueillir dès la première question. Il lui fait, à quoi? Et l'autre, aux champignons. Il avait dû réviser la veille, hein. Moi, j'aurais dû en faire autant, relire mes bouquins de blagues avant de venir. Ah, mais cela dit, j'ai peut-être le temps de faire un petit aller-retour chez moi pour relire l'histoire du... J'en ai pour 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous m'attendez? Vous m'attendez pas? Vous m'aimez pas, alors? Bah, quand on aime, on est patient. Prenez modèle sur la femme de l'escargot suisse. Oui, elle est très patiente. Elle s'appelle Elissi. Et son mari, c'est Gusbave. C'est des escargots suisses allemands qui vivent dans les pâturages au-dessus de Candestick, dans l'Oberland bernois. C'est dire s'ils sont pas rapides. Un soir, le mari gastéropode rentre avec l'estomac dans les talons, par définition. Bonsoir, Elissi. Grüezi. Grüezi, Gustave. Dis donc, j'ai faim. Je mangerais bien une bonne salade. Oh, j'ai oublié d'en acheter, Entschuldigung. T'as oublié d'acheter de la salade? Mais t'as-t-on rien fait de la journée ou bien? C'est pas ma faute. J'ai mis des heures à répéter le ballet des petits schnecks pour la kermesse de Candestick dimanche. Regarde. Pas facile pour l'escargot, ça. Hein? Mais t'as décidé de me faire crever de faim? Oh, mais t'as pas besoin de manger, t'es déjà tellement gros que tu colles à ta coquille comme une fondue trop cuite à son caclon. C'est malin. Puis au lieu de rouspéter, tu ferais mieux d'aller acheter une laitue à l'épicerie du coin avant que ça ferme. C'est toujours moi qui répare tes bêtises. Prends un sac à provisions, Gusbave, et s'en va acheter une laitue. Et l'attente commence. Des heures passent. Pas de nouvelles de Gusbave. Elissi tombe de sommeil, elle rentre dans sa coquille et elle s'endort. Le lendemain matin, son mari n'est toujours pas rentré. Alors elle fait les 100 pas. Puis les 200 pas. Puis les 300 pas. Elle en bave. Elle laisse passer 3 jours, puis 1 semaine, et au bout d'1 mois, Elissi sort pour guetter le retour de son mari. Elle ouvre la porte et oh, miracle, il est là, à quelques mètres devant elle. Pas alors, quand tu fais Tommy, t'en as pris du temps pour une pauvre salade. Il dit, ah, si tu cries, j'y vais pas. Et moi, c'est pareil, hein. Si vous criez, je vais pas chez moi. Si vous criez, je vais pas chez moi. Bon, d'accord, j'y vais pas. Non, je vais faire un effort de mémoire et je vais recommencer cette histoire de Mexicain depuis le début. Mais alors là, vous allez m'aider, vous allez la raconter avec moi, parce que maintenant vous la connaissez un peu, hein. Bon. Alors, ça va peut-être m'aider à retrouver la suite, hein. Attention, c'est un mec...
On recommence. C'est un mec voilà, qui arrive en trotte dans le désert de la Sierra Nevada. Alors déjà que j'ai pas de mémoire, si en plus vous me soufflez des conneries, alors bon. C'est la Sierra Madre, avec un son, une guitare. Il chante. À vous. Il prend le pain, le beurre, il se fait une tartine. Il va pour la manger, et là, il y a un qui arrive, qui lui pique sa tartine, il s'envole dans la montagne. Voilà, et là, il y a le Mexicain, il sait plus, bien sûr, il sait plus. Il crie, oui, madame, il crie, bravo, très bonne idée. Voilà, il crie en espagnol, en plus. Il fait Carajo, hijo de tu puta madre, coño de condor. Si te agarro, te corto los cojones et los doy a comer, caramba. Non, attends, Gérard, attends. Gérard. Ça va pas, mais non. Non, lui, il entend caramba, il croit que c'est la fin du spectacle. Mais attends, on vient à peine de commencer, là. Les gens, ils vont gueuler, hein, les gens, ils gueulent. Bah voilà, tu vois, il gueule. Bon, alors ouvre le rideau, s'il te plaît, Gérard. Gérard, ouvre le rideau, éteins la lumière. Oh, de toute façon, je vois pas pourquoi je m'acharne sur cette histoire de Mexicain à la con. C'est vrai, j'ai qu'à en raconter une autre. Bah, j'en connais 2000. Ils sont toutes classées par numéro. Ah, tiens, ça me donne une idée, ça. Je vais en choisir quelques-uns et quelques-unes parmi vous à qui je vais demander de me donner un numéro au hasard, hein, entre 1 et 2000. Puis alors, je vais vous raconter l'histoire qui correspond. Alors, voyons, qu'est-ce que nous avons le monsieur en jaune, tiens, là. Donnez-moi un numéro. Il vérifie, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est, mais ce matin, la chemise jaune, oui. Là, 127. La 127. 127, la 127. C'est... Non, c'est... Oui. C'est la fête à Saint-Fémois-les-Burnettes. On va inaugurer le nouveau stade de foot. Alors, évidemment, toute la population a pris place dans les gradins pour assister à la rencontre qui va opposer les petits de la maternelle de Saint-Fémois-les-Burnettes aux petits de la maternelle de Noisy-le-Bulot, ville proche. Alors, dans les vestiaires, les mômes, ils sont contents, ils sont tout excités. Ils sont mignons dans leur petite tenue de footballeur, avec le petit maillot rouge, le petit short blanc, petite chaussette verte. Mais ils ont peur, ils ont le trac, c'est la première fois qu'ils jouent au foot comme ça devant tant de monde. Oh là, monsieur, j'ai peur. Alors le prof de gym, monsieur Bodybull, a bien du mal à les calmer. Ouais, les enfants, vous avez qu'à aller pour vous donner du courage, chantez ce qu'on a appris, vous savez la chanson là. Oui, monsieur. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met du feu. Caca. Bah oui, je sais bien. Moi, c'est pipi. Moi, c'est pipi et caca. Oh, les enfants. Enfin, vous n'avez pas besoin de moi. Allez aux toilettes, là. Monsieur ne peut pas aller au cabinet, c'est cassé le cabinet. Cassé le cabinet? Mais le stade est neuf, c'est pas possible. Monsieur Bodybull va voir les toilettes. Ah! Ah bah effectivement, bah, l'inauguration a été un peu prématurée. Ah non, ils sont pas cassés les cabinets, ils sont pas finis. Il n'y a même pas de trou. Il y a une brouette et qu'une pelle. Monsieur, ça presse. Ah oui, je sais. Bah écoutez les enfants, à ce moment-là, vous avez qu'à aller à la brasserie Le Joyeux Toulousain, qui est juste en face du stade, hein. Demandez le patron, monsieur Bastin, d'accord? Oui, monsieur, merci, monsieur. Les 11 mômes sortent du stade, ils entrent à la brasserie. Vite, monsieur, pipi, caca, ça presse. Oh là là, les enfants, oui, bon, vous avez qu'à descendre au sous-sol, là. Mais mettez pas partout, hein. Oui, monsieur, merci, monsieur. Les mômes descendent. Et pas 5 minutes qu'ils sont en bas. Voilà Raoul le dégueulasse qui débarque dans la brasserie. Salut, patron. Serre-moi un petit verre de Sauvignon, s'il te plaît. Dis donc, Raoul, t'en tiens déjà une bonne, hein? T'as pété la jauge ou quoi? Pas plus que le bord. Il vide son verre cul sec. Et à ce moment-là, il y a les 11 mômes en tenue de footballeur qui sortent des toilettes et qui se précipitent vers la sortie en criant « Merci, monsieur, moi, monsieur !» Hé, patron, il y a ton baby-foot qui fout le camp. Alors, écoutez, eh ben, tiens, un monsieur là-bas avec les lunettes, là, tiens, allez, oui, vous, donnez-moi un numéro entre 1 et 2000. 1500. La 1500.
1500, ok. Alors, 1500, histoire africaine. Jean-Pierre Coff vient d'arriver au Bundala, petit pays d'Afrique. Il va faire ses courses, il s'arrête chez l'épicier. Bonjour, messieurs. Voilà, je suis en train d'écrire un livre de recettes africaines avec rien que des produits de qualité. Parce qu'il y en a marre. Je pourrais faire un ragoût d'éléphant. Ah oui, c'est une très bonne idée, là. Il y a de quoi. De quoi, c'est pour lécher délectativement les babouines. Choisissez une boîte vous-même. Il lui montre des étagères sur lesquelles sont posées des boîtes de conserve, tout étiqueté éléphant extra fin. La conserve. Il veut me faire bouffer de l'éléphant en conserve. Mais c'est de la merde. Mais c'est très bon en boîte, là. C'est comme votre confit de canard. Sauf que là, ça fait pas coin-coin. Mais qu'est-ce qu'il y a comme morceau? Ah, ce n'est pas ça pourtant. Dans l'éléphant, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Jean-Pierre choisit une boîte, il paye, il s'en va. Puis arrivé dans sa cuisine, il ouvre la boîte d'éléphant pour renverser le contenu dans une casserole. Mais elle est vide. Il s'est foutu de moi, cet épicier. Attends, il va m'entendre. Il retourne à l'épicerie, il pose la boîte vide sous le nez de l'Africain, il fait « C'est quoi ça? Mais c'est une boîte d'éléphant. Mais il n'y a rien dedans. Ah si, mais là, vous êtes tombé sur le trou du cul. Alors, voyons. On va aller un peu plus loin, tiens. Ouais, la jeune dame, la jeune femme qui est là. Donnez-moi un numéro entre 1 et 2000. Paf! 51, 51. Oui! Rebecca Benichou vient d'arriver avec son fils David. C'est monsieur Shlomo, le tailleur. Bonjour, monsieur Shlomo. Bonjour, madame Benichou. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour vous? Voilà, je vous présente mon fils David, le plus beau fils du monde, mon fils à moi toute seule. Il faudrait lui faire un petit costume, vous savez, mais vraiment bonne qualité, pas trop cher, hein. Pour l'anniversaire de son père, qui est dans 3 semaines, c'est possible? Oui. Alors écoutez, ça tombe très bien, madame Benichou, parce qu'il me reste en réserve une pièce de flanelle de toute première qualité, de tellement bonne qualité que ces costumes, les petits, il va les garder jusqu'à sa majorité. Formidable, on prend les mesures, puis elle s'en va, et puis 3 semaines plus tard, elle est de retour. Alors, il est prêt le costume, monsieur Shlomo? Oui, madame Benichou, regardez comment il est beau, hein. Ça, c'est de la bonne qualité. Oh, c'est magnifique, tiens, David, va l'essayer. Le David, il rentre dans la cabine, passe le costard, il ouvre, tadam! Aïe, mon fils! Oh, veille, comment tu es beau! Je savais que tu étais beau, mais là, tu es encore plus beau que je croyais. Oh, merci. Oh, monsieur Shlomo, c'est magnifique, je vous paye, tiens, un petit peu cher quand même, mais bon, allez, hop. Elle emmène le môme. On va montrer à ton père le costume, tu le gardes sur toi, hein. Arrivé dans la rue, elle le montre à tout le monde. Regardez, c'est mon fils David! Comment il est beau! C'est la 8e merveille du monde. Ils n'ont pas fait la moitié du chemin. Il y a un orage terrible qui éclate. Ils se prennent des caisses de flotte sur la tronche. Ils vont s'abriter sous un porche. L'orage passe. Oui. Rebecca sort. Bon, ça va, hein, David. Allez, on va à la maison. Oh là, tu parles d'une flanelle de première qualité. Le môme, il a tellement été trempé. Le costume, il a rétréci grave. C'est plus un pantalon qu'il a, c'est un cycliste. Puis la veste, c'est un boléro, il est comme ça, le môme. On dirait Carlos dans le costume de Bouvard. Ah, c'est pas possible, monsieur Shlomo, il va m'entendre. Viens, on retourne dans la boutique. Viens, mon fils. Hop, elle emmène David, elle rentre dans la boutique comme un rhinocéros déguisé en locomotive. Monsieur Shlomo! Oui, madame Benichou, qu'est-ce que j'ai pu encore faire pour vous? Regardez mon fils David! C'est votre fils? Comme il a grandi! Alors là, madame, là en blanc, là-bas, madame, donnez-moi un numéro entre 1 et 2000, au hasard, paf. 3. Non, pas vous, la dame derrière. La 12. La 12. Moi, je veux bien, mais elle est un peu dégueulasse.
Pas bon, j'ose pas trop. Enfin, si le public insiste, bien sûr. Bon, d'accord, mais vous l'aurez voulu, hein. Alors, c'est une histoire qui, à l'origine, était à la fin du film Rambo 2. Vous vous rappelez quand Rambo part récupérer les prisonniers américains oubliés au Vietnam? Bon. Alors, à la fin du film, enfin, pour ceux qui l'ont vu, je sais pas si vous vous rappelez, Rambo arrive avec une grosse mitrailleuse, il fait... Il plante son gros couteau dans la table, puis il part avec tous ses muscles. Et le film s'arrête là. Mais en fait, dans la version intégrale, Rambo va au bordel à Saigon. Alors il arrive dans une rue avec des vitrines à putes. Non, je vais peut-être pas la raconter comme ça, parce que si jamais il y a un critique dans la salle, je vais prendre cher. Non, je vais la raconter en français châtié. Si jamais, je pourrais avoir 3T dans Télérama. Le valeureux guerrier emprunte une artère où s'expose à la concupiscence du regard libidineux d'une jante pérégrine aux gonades inassouvies l'anatomie mercantile d'impudiques zétaïrs. Vous avez compris quelque chose, là? Non? Bon. Tant pis pour la critique. Allez, hop! Rambo arrive dans une rue avec des vitrines à pute. Ah, il s'approche de la première vitrine, frappe à la vitre, bing, 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 la pute à l'intérieur. Oui, c'est pourquoi, une fois. Et c'est très cosmopolite, Saigon. Bah, madame, je voudrais savoir, c'est combien? Oh, ben, c'est $1000. Wow, c'est cher! Bah oui, mais c'est du double vitrage. Il passe à la vitrine suivante. Il se trouve la grosse Glita qui expose ses jambons en lingerie affriolante. Il y aura un peu la vitrine de la charcuterie de Chantal Thomas. Ping, ping, ping. Salut, vos militaires, qu'est-ce que tu veux? Madame, j'ai $1. Qu'est-ce que je peux faire avec vous? Ah, bah tu peux faire 2 trucs. Tu peux être habillé ou te faire cuire à neuf. Oh, c'est pas très sympa, madame. Moi, j'étais dans la jungle pendant tout le film. Ouais, je me suis fait piquer par des serpents, torturé par des Viettes, tabassé par des Russes. Je me suis caché dans la bouillasse. L'armée américaine m'a même pas payé ma solde. Que de la violence. Moi, j'ai besoin d'amour maintenant. Pas d'argent, pas d'amour. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Oh, dis donc, hey. Le jour où ils ont fait tourner le manège de l'intelligence, t'as pas tiré la queue du Mickey, toi, hein? T'as qu'à aller faire l'amour dans la jungle. Dans la jungle? Oh ben non, alors j'aime bien les animaux, mais pas à ce point-là. Je suis pas zoophile quand même. Bah t'as qu'à faire l'amour avec les arbres. C'est moins dangereux, puis c'est plus facile à attraper. Wow. Le Rambo piteux monte dans sa jeep. Et il retourne dans la jungle. Puis dans la jungle, pendant 1 mois, il va voir les arbres, il leur propose la botte. C'est ce qu'on appelle la botanique. Attention, il choisit pas n'importe quels arbres. Il prend pas ceux qui ont des glands. Uniquement ceux qui ont des trous. Et au bout d'1 mois, il reçoit enfin sa paye de soldat. Alors tout content, il retourne voir la grosse Glita en brandissant une liasse de billets verts. Ping, 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 ping. Encore toi, beau militaire, qu'est-ce que tu veux? Eh madame, pour tout ça, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Oh, alors là, à ce prix-là, je vais te faire le programme spécial film de guerre américain. Je vais faire Full Metal Bracket, Apocalypse Nouille et le fion de la rivière Couille. Ouais! Elle fait entrer Rambo qui se déshabille, elle baisse pudiquement le store de sa vitrine. Puis elle lui fait, bon alors, comment tu veux que je me mette? À 4 pattes ou sur le dos? Ben, étant donné que je viens de me faire des arbres pendant 1 mois, pour me réhabituer petit à petit, je préférerais que vous soyez un peu plié. Elle se met donc dans la position requise, mais au lieu de la prendre en levrette, Rambo lui envoie un grand coup de Rangers dans le joufflu. Poum! Ah! Non mais ça va pas, espèce de brute! Pardon, madame, c'est une habitude que j'ai prise avec les arbres.
Parce que des fois, dans le trou, il y a un écureuil. Ça, je vous avais prévenu. Hein. Alors, je sais pas, vous, monsieur, tiens, mais avec les lunettes, là. Oui, là. La 11 ? Non, c'est celle du Mexicain avec ses tartines. Oh non, on va pas la raconter, celle-là. Bon, bah écoutez, je vais mettre tout le monde d'accord. Je vais la relooker. Hein, je vais la relooker. C'est-à-dire qu'au lieu de la raconter dans le désert de la Sierra Madre avec un Mexicain en trottinette et un condor, bon, je vais la faire en France. Avec un Auvergnat en tracteur et un corbeau. Ou alors un Breton en pédalo et une mouette. Bon, on va voir, alors, elle est folklorique. Un Alsacien en vélo et une cigogne. Ah bah de toute façon, ça change rien l'histoire. Alors ça, je vous assure. Vous allez voir, je vais faire. C'est un Alsacien qui arrive en vélo dans les vignes près de Colmar. Hop là. Ouais, le vélo, c'est la même marque que le store de... Il chante. Alors, s'il y a des Alsaciens dans la salle, vous chantez avec moi, hein, s'il vous plaît. Que mon Alsace est belle, avec ses frais fallons, nos chais mûris c'est belle, nos vignes c'est houblon. Yo, nos vignes c'est houblon. Tiens, c'est plein d'Alsaciens, là. Que ça. Alors, il sort un pretzel et un master, hop là. Et à ce moment-là, il y a une cigogne qui arrive. Elle prend le pretzel et le master dans ses patrouches et elle s'envole au-dessus du ballon de Cape Villers. Alors là, l'Alsacien. Eh ben, ça change rien, effectivement. Non, je crois que je complique trop. Je complique trop. C'est vrai, j'ai pas besoin d'aller ni au Mexique, ni à Colmar. Une histoire drôle pour que ça soit drôle, vraiment. Faut que ça soit simple, voilà. Faut que ça soit simple, faut que ça se déroule en banlieue. Avec Mouloud et Aziz en mobilette. Et un pigeon. Ah bah voilà. Alors ça, je sens que ça va m'emmener beaucoup plus loin. Mouloud et Aziz sortent du Leclerc de la cité des Coucougnols à Noisy-le-Bulot en rappant. Poum, pa, a poum, poum, pa, a poum, pa, a poum, poum, piou. Mouloud kiffe le McDo et moi c'est Pizza Hut. Mais comme on a les crocs pour pas qu'on se dispute tous les deux, on achète une paire de baguettes et dessus on n'a pas peur, on met du beurre. Yo. Yo. Ils vont pour manger leur baguette et tout d'un coup, il y a un pigeon qui arrive, il leur taxe leur tartine et il s'envole au-dessus de l'autoroute qui longe la cité. Zarma, nique ta race, le jompi. On va te pécho et te foudroyer grave ta face de bâtard. Mouloud pioche ta mobilette, on va le poursuivre. Oh, t'as accroché, Aziz. Et les deux mômes partent à la poursuite du pigeon sur l'autoroute. Accélère, Mouloud, on va lui plumer le croupion à ce bouffon. Ils arrivent presque à la hauteur du pigeon. D'un coup, il y a Mouloud qui regarde dans son rétro, fait... Ah, Aziz, chouffe derrière, on est suivi par des poulets. Des keufs. Mais non, pas des keufs, des vrais poulets avec des plumes et une teucrée. Aziz se retourne. Effectivement, il voit deux poulets qui courent derrière, des poulets gros comme ça. Et en plus, les poulets, ils ont 3 pattes. Ah oui, ils doublent la mobilette en passant de chaque côté. Ah, Mouloud regarde son compteur. Ah, 150 km/h. Ah oui, c'est une mobilette gonflée. Avec un moteur de Sim Camille piqué dans la casse du père d'Aziz. D'un coup, il voit les deux poulets qui sautent sur le pigeon. Ils piquent les tartines et ils accélèrent comme des malades avec leurs 3 pattes. Putain, c'est pas des poulets, c'est des poulets de canon. Ouais, c'est même des TGV. Des très grosses volailles. Un chauffe ces deux tarbas, ils sortent de l'autoroute. Effectivement, les deux poulets, ils arrivent au péage, ils passent sous la barrière. Les deux mômes les suivent. Baisse la tête, Aziz, on passe sous la barrière. Zarma, ma casquette. Ils sortent de l'autoroute, ils arrivent sur une départementale, ils s'arrêtent. Là, ils voient quelques plumes qui volent dans un virage.
Alors il fonce. Bah, bah, bah. Et à la sortie du virage, il tombe sur une ferme avec un enclos de 2 hectares dans lequel s'ébattent 200 000 poulets à 3 pattes. Et au milieu des poulets, il y a Mathieu qui leur jette des grains. Hey, petit, Mathieu. Picoti, picota, lève la queue et puis j'en va. Salut les gamins. Oh, salut monsieur. C'est quoi tes poulets à 3 pattes là? Ah ça, c'est une nouvelle race de poulets transgéniques qui ont échappé à José Bové et qui ont été mis au point par le département de recherche de chez Père Dodu parce qu'ils ont remarqué que les gens, ce qu'ils préfèrent dans le poulet, c'est les cuisses. Alors, ils ont créé des poulets à 3 pattes pour avoir 3 cuisses. Tu vas, comment c'est chébrant, hein? Oh ouais, monsieur, ça a quel goût le poulet à 3 pattes? Ah ça, on sait pas, on n'a jamais pu en rattraper un. Alors, les 2 mômes descendent de la mobilette, ils commencent à arpenter l'enclos en cherchant leur tartine au milieu des poulets. Quand la nuit tombe, ils n'ont rien trouvé. Hey, Mouloud, t'as vu l'heure? Faut qu'on rentre à la Tessie, ma remée va me chirder. Oh bah ouais, mais on est dans la demeure, Aziz, parce que j'ai plus de lumière à la mob. Ah ouais, mon copain Rachid, il m'a taxé le phare pour aller taguer de nuit l'abri de bus du lycée. On n'a qu'à dormir à la ferme, alors. On frappe à la porte, pom, Mathieu ouvre. Qu'est-ce que vous voulez encore, les gamins? Oh monsieur, on n'a plus de lumière, on peut pas rentrer. On peut squatter un coin pour Mirdor? Allez, les gars, roupier jouer la banquette, qui est là. Et le Mathieu les aide à s'installer. Puis à un moment donné, il voit Mouloud qui retire son jean et qui se retrouve donc en slip. Oh, hey, qu'est-ce que tu portes donc là, mon gamin? Ça, bon, monsieur, c'est un slip. Un slip? À quoi donc ça sert, un slip? Oh, l'autre. Hey, Aziz, il sait pas ce que c'est qu'un slip, on te baltringue. Oh, tu portes pas de slip, toi? Ah non, pourquoi faire? Oh, bah c'est plus propre quand même. Ah ouais, puis ça tient chaud. C'est propre et ça tient chaud. Yo! Il y en a qui portent des kangourous, des moules pruneaux, mais qui portent le calbut le plus classe, c'est Rachid. C'est plus propre et ça tient les cacahuètes au chaud. Les cacahuètes à qui? À Rachid. Yo! Allez non? Ben la première fois j'entends parler de ça, moi. Hé, la silhouette, viens voir. Oui, mon Mathieu, qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, et demain, en allant faire ton marché, tu iras m'acheter un slip. Un slip? Ben ouais, tu sais donc pas ce que c'est qu'un slip, espèce de demeuré. Eh ben, c'est plus propre, et puis ça tient chaud. Yo! Alors, le lendemain matin... Yo. La Sylvette va faire son marché, alors elle s'arrête chez la mercière, où elle achète un beau grand slip blanc, en coton côtelé, avec une grande poche devant pour que le bigorneau soit à l'aise. Il y a des mecs qui rient pas, ils emportent. Bon, mesdames, je vous donne un conseil pour vous débarrasser de ce genre de slip. Vous cousez les jambes, mettez une paire de bretelles, ça fait un joli sac de plage. Ah, Sylvette rapporte son beau slip neuf à Mathieu, qui l'enfile tout fier. Ah, Léon, on est bien dedans, hein. Oh, ce que t'es sexy, mon Mathieu, dans ton slip neuf. Ah ouais. Hein. Il met son pantalon bleu de travail et il s'en va. Allez, adieu la Sylvette. À ce soir, il monte sur son tracteur et il part au champ. Arrivé là, il commence à labourer. Ah bah voilà déjà un beau sillon, tiens. Ah, une taupinière. Puis vers 10h, il s'arrête. Ben moi, j'ai ben l'impression que j'ai la quiche au bord du four. Allez, derrière le petit buisson, là-bas.
Il descend de son tracteur. Il baisse son pantalon bleu de travail, mais il oublie qu'il a un slip. Il fait son affaire, il regarde, il voit rien. Oh, ben c'est vrai que c'est plus propre. Alors, il remonte le pantalon, il se remet sur son tracteur et... Oh, puis c'est vrai que ça tient chaud. Oh, je devrais pas raconter des trucs comme ça, moi. Oh là là. Ah, c'est effectivement... Là, s'il y a un critique dans la salle... Ah, je vais déguster cher, là. Ça, je vois déjà l'article, ça va faire... Guy Montagnier perd la mémoire, mais pas la vulgarité. Commence avec un Mexicain en trottinette pour finir dans le slip d'un paysan. Son spectacle devrait s'appeler Cacaramba. Non, j'arrête. Non, je vais retrouver la mémoire et recommencer cette histoire de Mexicain. Je viens de penser à un truc. Demain matin à 11h, j'ai rendez-vous à France 3 Île-de-France pour l'émission Mon meilleur souvenir, où je dois raconter ma vie. Là, c'est mal barré avec ma mémoire. Hein. Alors, ça va donner à peu près ça. Bonjour, nous recevons le comédien Guy Montagnier, qui va nous raconter son meilleur souvenir. Et moi? Ils vont croire que c'est à la SAD. C'est encore une interview qui va finir au fond d'un tiroir. Ah bah comme celle du général Buzard, qui n'a jamais été diffusée. Ah, faut que je vous raconte, vous allez comprendre pourquoi. France 3, mon meilleur souvenir, première. Notre invité d'aujourd'hui est le général Buzard, qui a commandé pendant 15 ans un régiment de la Légion étrangère en Corse. Tout. Salut, bande de petits salopards. Alors, mon général, quel a été, au cours de cette période, votre meilleur souvenir? Ah bah c'est quand Bicounette s'est perdue dans la garrigue. Bicounette? Qui est donc cette Bicounette? Oh bah c'était la mascotte du régiment. Une petite chèvre, toute blanche, toute mignonne, avec son petit nez comme une fraise des bois, sa petite barbiche et sa petite queue qui frétille en même temps. Et ses grosses mamelles toutes roses. Pardon. Tous les jours, au premier coup de clairon, elle arrivait au rassemblement. Ah, elle était mignonne, enfin tout allait bien, jusqu'à ce terrible matin d'avril, où le caporal Coucoulamé est venu me prévenir. Mon général, je me vois présentement contraint de vous informer de la disparition impromptue de Bicounette qui s'est sauvée subrepticement dans la garrigue. Tout, c'est pas possible. Sonne immédiatement le rassemblement. Oui, mon général. Greveux. Po. Greveux. Po. Bon, les petits gars, je vais pas y aller par 4 chemins. Ça va vous faire mal. La Bicounette a disparu. Ah! Je recommence. La Bicounette a disparu. Tout silence dans les rangs. Bande de salopards, j'en ai maté des plus durs. Nous allons donc ratisser la garrigue au peigne fin. 4 jours de permission et double ration de ratafia au légionnaire qui la retrouvera. Attention, grillez-vous. Le 3 droite. Aïe. Devant. Hache. Hop. Des. Arrivé dans la garrigue, les petits gars s'égosillent. Allez, Bicounette, grouroundela, c'est moi ça commander à la case, s'il te plaît, là. Ouais, Halbekonit, ça va plaire, reviens à la casse-bas. Ah, Bicounette, treiben Flutzen nicht der Fründen, Bicounette! Bicounette! Mais la pauvre bête reste introuvable. Et à nos cris pleins d'espoir, ne répond que le chant monotone des cigales qui se foutent de notre gueule. Alors, on s'apprête à rejoindre tristement la caserne, quand tout à coup... Oh, 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 c'était notre Bicounette qui s'était pris la patte dans un terrier de belette. Oh, oh, oh. Oui, ça va, Bicounette. On était content de la retrouver. Alors, on a mangé, on a bu. Oh, on était beurrés comme des moules à cake. Alors, pour fêter le retour de la Bicounette, tout le régiment se l'est pris en levrette. Coupé. Général, enfin, on peut pas raconter des choses pareilles à la télévision, voyons. Pensez aux jeunes générations qui nous regardent. Et alors, faut bien les former, ces petits gars. Ils ont plus de service militaire.
Qui va leur apprendre les choses essentielles de la vie, hein? Ah bah leurs parents, mon général. Leurs parents. Ils sont même pas capables de les empêcher de faire des conneries. Et vas-y que je te fume du Ducrot dans les rave parties. Vous savez ce que je leur dis à ces parents-là? Si vous n'êtes pas capable d'élever un môme, achetez un poisson rouge. Ça gueule moins fort et ça chie dans le bocal. Tout. En général. Bon, écoutez, vous n'avez pas un autre, meilleur souvenir à nous raconter? Ah, si. Bon. Alors on reprend. France 3, mon meilleur souvenir, deuxième. Alors, mon deuxième meilleur souvenir, c'est le jour où le sergent Mahmoud est entré dans mon bureau criant « Mon général, il y a le bourricot, elle est partie. » Comment ça? Le bourricot? Tu veux dire Alphonse, l'âne du régiment? Oui, c'était un âne qui nous servait aux corvées les plus dures. On l'avait appelé Alphonse, en mémoire du célèbre poète provençal Alphonse Baudet. Alors aussitôt, tout le régiment se met en route et bat la garrigue toute la journée. Alphonse, présentement, reviens à la maison, là. Ah, Alphonse, s'il te plaît, je t'en supplie. Alphonse, kommen Sie her, schnell. Apportez! Là-dessus, le soleil se couche. On s'apprête à rentrer bredouille quand tout à coup... Ah, c'était l'Alphonse, il s'est peut-être pris le sabot dans un terrier de blaireau. Donc, ch'tounk. On était content de le retrouver, alors on a bu. On a chanté. On était tellement fin pété que l'âne avec les petits gars, on te l'a pris par les oreilles et on se l'est coupé. Mais enfin, mon général, c'est pas possible. Tout. Bah pourquoi? Bon. C'est pas un autre meilleur souvenir à nous raconter? Ah non. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est l'Alphonse et la Bécounette perdus dans la garrigue. Bon, bah alors dans ce cas-là, quel est votre plus mauvais souvenir? Ah ça, c'est le jour où je me suis perdu dans la garrigue. Ça, c'est censuré immédiatement. Hein. Ah bah super, bah oui, non mais on peut pas dire n'importe quoi à la télé. Ou alors, faut être homme politique. Mais alors, dans ce cas-là, attendez, hein, on n'est pas censuré. Hein. Non. Quand on est homme politique, on est interprété. Vous avez jamais remarqué, quand un homme politique parle à la télé, dès qu'il a fini, il y a un journaliste vachement bien sur lui, genre Jean-Pierre Pernaut, qui vient nous expliquer ce qu'il vient de dire parce qu'on est trop con pour avoir compris tout seul. Franchement, je serais homme politique. Tiens, Chirac, par exemple. Lui qui aime bien rigoler. Pour déconner, je raconterai une blague, par surprise. Tac. Alors vous imaginez, un jour comme ça, juste avant le journal, en direct de l'Élysée. Alors je dirais aux Françaises et aux Français que la course à l'inflation, c'est un peu comme l'histoire du petit cul. Poursuivi dans la forêt par la grosse zibounette qui court, de toute la vitesse de ses roubignoles. Ah! Et le petit cul, il court aussi, car il a peur. On peut comprendre pourquoi. Et tout d'un coup, le petit cul déboule dans une clairière. Ah! Cherche un buisson pour se cacher. Il n'y en a pas. S'il ne se cache pas, la grosse zibounette va l'attraper. On imagine aisément la suite. Je t'en prie, Bernadette. Et tout d'un coup, le petit queue entend des voix qui tombent du ciel. Petit queue, petit queue. Petit queue lève les yeux. Il aperçoit des petits oiseaux perchés sur la branche d'un arbre. Petit queue monte avec nous. Oh non, dit le petit queue. Non, si je monte là-haut avec vous, la grosse zibounette va me voir. Eh bien, tu n'auras qu'à dire que tu es un joli petit oiseau. Oh oui, dit le petit queue, ravi de l'aventure. Il monte dans l'arbre et s'installe à côté des petits oiseaux sur la branche. Il était temps, car en bas, la grosse zibounette vient de débouler à son tour dans la carrière. Ah, elle a chaud, hein? Ouais, qu'à pas courir avec son col roulé aussi, hein? Ah, mais elle est pas contente, elle est rouge de colère, hein? C'est le Sarkozy des forêts. Tout là-haut, les petits oiseaux apeurés s'envolent, laissant le petit cul tout seul sur sa branche. Et en bas, la grosse zibounette se met à crier « Petit cul, où es-tu ?» Petit cul se met à trembler. La grosse zibounette l'entend, elle lève les yeux
Ah. Salut, toi. Salut. Dis donc, tu serais pas un petit queue par hasard? Oh non, 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 je suis un joli petit oiseau. Un joli petit oiseau. Alors vas-y, chante pour voir. Et le petit cul. Là, je veux voir la gueule de Jean-Pierre Pernaut, obligé de nous expliquer tout ça derrière. C'est plus le journal, c'est combien ça proute. Moralité, quand le discours de l'homme politique est fini, éteignez la télé. Eh ben, mais, hé, Gérard, mais qu'est-ce qu'il fout? Gérard, ben on voit la lumière. Gérard, on voit la lumière, s'il te plaît. Ah, problème de circuit, c'est le bloc qui a disjoncté, là. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est jour, tiens, alors, panne de mémoire, panne de lumière. Bon, ben, c'est long à réparer? Oh, j'en sais rien. Bien. Hein. Bon, mais, et qu'est-ce que je fais, moi, en attendant? Eh ben, t'as qu'à faire un striptease. C'est très amusant, ça, Gérard. Et si tu crois l'obscurité va m'empêcher de raconter des conneries... Ah, je peux vous faire plein de trucs dans le noir. Hein. Enfin, je me comprends. Qu'est-ce que je peux vous faire ah bah voilà, je vais vous faire la visite du tunnel sous la Manche de nuit. Alors, par ici, messieurs, dames, suivez le guide. Voici donc le tunnel sous la Manche de nuit. Vous voyez, bon, c'est très joli, n'est-ce pas? Alors, tout là-bas, vous avez la France, hein, et de l'autre côté, l'Angleterre, bien entendu. Alors là, vous pouvez voir sur le sol les rails. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ah bah les caténaires. Les caténaires dans lesquels circule le courant haute tension qui alimente la motrice de l'Eurostar. Oh putain! Bon alors Gérard, t'en es où là? Ah bah c'est déjà ça. Hein. Oh putain! C'est mal barré. Ça va pas être terrible tout ça. Bon bah en attendant qu'ils nous rajoutent des trucs, on va qu'à faire une sieste. Hein. Tous ensemble. Alors les mecs, vous faites comme à la maison, vous ronflez. Allez-y mec, ronflez. Allez, ronflez un peu de quoi. Je vous vois hein, ceux qui ronflent pas. Oh là là, les hypocrites. Allez, ronflez les mecs, allez-y. Oh, bien, c'est bien ça. Plus fort, allez-y. Voilà, ça c'est pas mal. Allez. Il ronfle lui. Oh si, il ronfle. Hein. Bon mesdames, vous faites comme à la maison maintenant. Vous ronflez pas, vous sifflez. Allez-y mesdames. Les mecs. Mesdames. Les mecs. Non, arrêtez. Oh, je vous fais faire des conneries, moi. Non, c'est vrai, parce que s'il y a vraiment un critique, là, à tous les coups, demain, il va écrire j'ai vu le spectacle de Guy Montagnier, j'ai roupillé toute la soirée. Non, je vais vous raconter une histoire qui réveille, moi. L'histoire de Raoul le dégueulasse, voilà. Qui appelle en pleine nuit monsieur et madame Bastin, les tenanciers du Joyeux Toulousain. C'est à la brasserie. Alors, vous allez faire monsieur et madame Bastin qui roupillent. Tiens, ça, c'est bien. Alors, puis à un moment donné aussi, vous allez me faire le téléphone. Non, pas de ring, attention. C'est plus fort que ça, vous allez me faire... Beau téléphone comme ça. On essaye, attention, téléphone. C'est bien. Attention, monsieur et madame Bastin, roupille. Allez-y. Téléphone. Allô. Allô, excuse-moi de te déranger. C'est Raoul le dégueulasse. Dis donc, je voudrais savoir à quelle heure que tu l'ouvres ta brasserie. C'est pour ça que tu me réveilles? Elle ouvre à 8h du matin, imbécile. Et monsieur Bastin se retourne furieusement dans son lit en essayant de retrouver le sommeil. Attends, il n'a pas trouvé encore. Il finit par s'endormir. Allez. Téléphone. Allô. C'est encore moi.
Est-ce que tu pourrais pas l'ouvrir maintenant, ta brasserie? Dis donc, Raoul, tu te fous du monde, hein? Il est 3 heures du matin. Je t'ai dit qu'elle ouvrait à 8 heures. Un point, c'est tout. Ah. Et se jette sous les couvertures. Ah. Téléphone. Ah, je sens que je vais me le farcir. Allô? C'est encore... Et encore Raoul le dégueulasse. Dis donc, faut absolument que tu l'ouvres maintenant, ta brasserie. Je t'ai dit qu'elle ouvrait à 8 heures, espèce de sac à vinasse. Et de toute façon, dans l'état où tu es, même à 8 heures du matin, je te laisserai pas entrer. Ah, mais je veux pas y entrer, je vais en sortir. Oh non, Gérard! Oh, tu pourrais te prévenir quand tu rallumes, bon sang. Ah, moi, ça, j'ai l'air faim maintenant, tiens. Plus qu'à raconter des histoires de Chinois. Oui. Deux restaurateurs chinois, Tong et sa femme Yansen, ferment le restaurant et vont se coucher. Bonne nuit, ma chérie. Mais Tong a une insomnie. Alors, il caresse doucement sa femme qui dort profondément à côté de lui. Yansen, ma chérie, Yansen. Excuse-moi, mais... hey, j'ai une idée. Si tous les deux, on se faisait un petit 69. Quoi? Un canard aux pousses de bambou à cette heure-ci, ça va pas? Si t'as faim, t'as qu'à te faire une tartine. Oh merde, le Mexicain, j'ai oublié. Ah non, je peux pas la laisser en plan, cette histoire. C'est vrai, je suis en mexicain sur l'affiche, alors sinon ça veut rien dire. Bon. Allez, je la reprends, mais alors là, l'accélérer, hein. Ah oui. Ah, remarquez, en prenant mon élan comme ça, je vais peut-être réussir à sauter le trou de mémoire et à continuer sur la suite. Ah, c'est pas mal, ça. Alors, attention. Mexicain, accéléré. C'est peut-être pas une tartine de pain. Ah bah oui, il est dans le désert, le Mexicain. Il fait une chaleur de bœuf là-dedans. Pourquoi il aurait une tartine de pain beurré, c'est idiot. Mais il y a un cornet de glace à tous les coups. Bah ah oui, bah... alors là, je peux vous dire un truc, c'est que ça change tout. Hein. Ah parce que, là, vous savez, dans une histoire, il suffit de remplacer un accessoire par un autre pour bouleverser complètement le déroulement de l'histoire et même la chute. Si, je vous donne un exemple. Tiens, un type arrive chez sa marchande de fruits et légumes. Bonjour, madame. Voilà, je voudrais 1 kilo de pommes pour faire du canard à l'orange. Ah non. Non, monsieur, pour faire du canard à l'orange, c'est pas des pommes qu'il faut, c'est des oranges. Ben oui, mais la boucherie et plus de canard, moi j'ai pris du boudin. Oui, bon, donc... Ouais, cornet de glace. Oui, on va essayer avec un cornet de glace. On va voir. Bon, alors, le Mexicain est en train de lécher son cornet de glace. Tout d'un coup, il y a un condor qui arrive. C'est peut-être même pas un condor. Est-ce que ça aime la glace, le condor? On ne sait pas, parce que le tartine de pain, encore bon, mais le... Non, non, il faut prendre un autre oiseau mexicain. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme oiseau mexicain? Bon, répondez-moi, parce que la glace fond. Un quetzal. Un quetzal. C'est un oiseau, ça, un quetzal? Non, mais je n'aurais plutôt tendance à penser que c'est ce que dit Sheila quand c'est pour laver les cheveux. Ah, quetzal. Mais... ou alors... Ah si, au Mexique, il y a des perroquets. Ah bah oui, perroquet. Bah voilà, perroquet. Bon, bah alors, perroquet, ici, avec un perroquet. Puis ça parle, en plus, le perroquet. Ah, ça, c'est pas mal, parce que ça peut peut-être m'emmener beaucoup plus loin qu'avec le condor. Si je suis le perroquet, allez. Alors, le Mexicain est en train de lécher sa glace, tranquillement. D'un coup, il y a un perroquet qui arrive. Vamos a comer. Cause, oui. Hop, il chope la glace et il s'en va dans la montagne. Alors là, le perroquet, il est capturé par un trafiquant d'animaux. Voilà.
un braconnier, qui le vend à la grosse Glita, qui revient de Saigon en passant par le Mexique. Alors, elle est contente, Glita, elle ramène le perroquet chez elle, dans son bordel, en France, et puis elle lui apprend à compter en français. Bon, allez petit, répète après moi. 1, Le perroquet. 1, encore, 1, encore, 1. Ça, c'est génial pour Glita. Ah bah oui, ça lui évite de se fatiguer pendant qu'elle fait une passe. Bah oui, parce que dans le noir, tu sais pas, elle est à la lumière, mais elle est dans le noir avec son client, et pendant ce temps-là, c'est le perroquet qui fait... Seulement, le problème, c'est qu'un jour, le perroquet fait des progrès, il arrive à compter jusqu'à 4. Et en pleine partie de Tagada, dans le noir, il se met à faire... 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Là, le client, il croit qu'il est en train de se faire une vieille poule, il se casse sans payer. Alors Glita, elle décide de revendre le perroquet au marché aux oiseaux, où il est racheté par Gilbert le Dragueur, qui l'offre à sa femme, Josette. Vous connaissez Josette? Ah, pas tout le monde, hein. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, Josette, elle est gentille, mais pas terrible. Elle ignore que le perroquet a acquis au cours de son séjour au bordel de Glita un langage particulièrement grossier. Bonjour Coco, je m'appelle Josette. Ah! Bah dis donc, si c'est toi la nouvelle pute, tu vas couler la baraque, hein? Je sais pas si je vais le garder. Gilbert! Et Gilbert est obligé de revendre le volatile ordurier. Quand il arrive au marché aux oiseaux, avec sa cage à la main, il croise Agathe Marshmallow Jaglar, qui cherche un animal de compagnie. En la voyant, le perroquet fait... Oh, Agathe, outrée, se retourne vers Gilbert. Non mais dites donc, espèce de rustre. Je vous trouve bien outrecuidant avec vos manières de pignoufle. Gilbert pose la cage. Il astique la Rolex et la gourmette. Il fait friser les poils sous la chaîne en or. Il passe à l'attaque. Aïe, 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 ma chérie! Oh, comment tu es violente, hein? Ah, j'aime ça, moi, les gonzesses avec des gros traits de caractère. Écoutez, monsieur, je vous dispense de vos commentaires incongrus au sujet de mon tempérament tout feu tout flamme. Le perroquet, il fait... Ah! C'est combien la passe? Ah, tu vois pas que c'est une femme du monde? Purée, nos autres, regarde comme elle est classe. Nous son tailleur simili marron, avec sa mise en pli crêpée rose. On dirait une barbe à papa dans un cornet Vuitton. Ah! C'est la nouvelle mère Macrel? Ah! Oh. Mais qu'il est étonnant, ce perroquet. Il est caustique, hein? Vous le vendez? Non, 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 ma chérie, moi je te le vends pas. Non, moi, pour gagner ton cœur, je t'en fais cadeau. Et pourtant, ce piaf, c'en est pas un de cadeau, hein? Mais qu'a-t-il de si rebutant, ce volatile? Mais il vient d'un bordel. Il dit des gros mots toute la journée. C'est pas un bec qu'il a, c'est un vide d'ordure. Ah! Eh bien, je l'éduquerai et je lui ferai passer ses manières de chartier. Ah, tiens, il est à toi, ma tourterelle. Une condition. Que tu acceptes une invitation à dîner ce soir au Joyeux Toulousain. Spécialité de couscous, paella, choucroute et cassoulet. Écoutez, je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non. Oh, sorceleuse! À ce soir, ma chérie! Agathe prend la cage et rentre chez elle. Mais arrivé devant sa porte, le perroquet lui fait... Ah! Nouveau bordel? Ah! Non, Coco, ce n'est pas un nouveau bordel, c'est ma maison. Et maintenant, c'est aussi la tienne. Arrivent alors les filles d'Agathe, Ophélia et Portia. Bonsoir, mère. Ah! Nouvelle petite pute? Oh. Enfin, Coco, ce sont mes filles tout de même. Et là, il y a le mari qui revient comme à son habitude d'un voyage d'affaires. Ah, Robert, mon chéri, je te présente Coco, la nouvelle mascotte de la famille. Ah, bonsoir, Coco. Ah! Nouveau bordel, nouvelle mère Macrel, nouvelle petite pute, mais toujours ce bon vieux Robert! Alors, folle de rage, Agathe, pour se venger, se rend le soir même au Joyeux Toulousain, où Gilbert l'attend, comme le marron attend la dinde pour se la farcir. Ah, ma chérie, comment tu es friolente. Écoutez, non, Gilbert, je n'ai encore jamais trompé mon mari, alors
j'aimerais bien, si vous le voulez, que nous y allions graduellement avec la délicatesse qui sied à la femme sensible que je suis. D'accord. Et là, Gilbert comprend qu'il a intérêt à la jouer classe s'il veut que sa soirée avec Agathe se termine par un concerto d'andouillettes à coulisses dans la salade de Cresson. Monsieur Bastin, le patron, vient prendre les commandes. Alors, pour ces messieurs dames, qu'est-ce que ce sera? Oh ben moi, je vais prendre un radibeur. Eh ben, radibeur. Et pour Gilbert? Ah, moi, je vais prendre votre fameux cassoulet en direct live. Directement. Monsieur Bastin fait servir les plats et les peut-être futurs amants font connaissance. En écoutant Agathe raconter sa dernière thalasso, Gilbert ingurgite son cassoulet avec délectation. Mais grande distinction. Mais arrivé au fromage, le dit cassoulet commence à faire des siennes. Gilbert se contorsionne pour atténuer le plus possible la sonorité incongrue d'une fuite qui s'annonce aussi disgracieuse qu'inévitable, profite du grincement de la porte de la cuisine, malheureusement, si la partie auditive a été adroitement camouflée, n'en est pas de même de la partie olfactive. Paniqué, Gilbert cherche d'urgence un coupable autour de lui. Et là, il aperçoit un vilain petit Pékinois appartenant à une rombière emplumée qui mange à la table voisine. Il prend subrepticement une croûte de reblochon dans son assiette et la tend discrètement au chien. Le Pékinois s'approche. Et Gilbert saute sur l'occasion. Ah, mais qu'est-ce qui pue, ce chien! Oh, c'est vrai! Oh, ça renarde du clapier! Gilbert, soulagé, peut reprendre son opération séduction. Mais arrivé au dessert, il est à nouveau sollicité par sa tubulure. Profite d'un coup de klaxon dans la rue. Quelle circulation, hein? Hélas, l'échappement intempestif se révèle vachement pestif. Alors il prend un biscuit et le tend au chien. Ah, mais c'est encore ce chien qui doble, là, hein? Oh, mais c'est effroyable! Oh, mais qu'est-ce que c'est comme chien, ça? C'est un Pékinois. Heureusement, c'est pas que c'est un peu qui pue. On sert le café, mais le ventre de Gilbert yoyote à nouveau. Ah, il tend un sucre au chien et lui file un coup de pied. Il en profite. Alors là, il y a la rombière emplumée qui se lève et qui fait... Kiki, viens ici. Tu vois pas que le monsieur essaie de t'asphyxier? Et Gilbert rentre chez lui, redouille. Il tombe sur sa femme Josette, qui est en train de laver la salade dans l'évier pour le dîner. Ah, dis donc. Gilbert, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? j'arrive pas à vider l'eau de l'évier. Ça doit être une chenille de la salade qui est tombée dedans qui l'a bouché. Tu veux pas essayer de déboucher le siphon en siphonnant le bouchon? Eh, mais je suis pas plombier, moi. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, t'as qu'à attendre que la chenille se transforme en papillon. Le lendemain matin, alors que Gilbert s'apprête à sortir pour de nouvelles conquêtes, Josette l'appelle. Hé, Gilbert. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Dis donc, t'as vu, la porte de notre chambre ne ferme plus. Avec l'humidité, Avec l'humidité, le bois gonfle. Eh ben, y a pas que le bois qui gonfle, hein? Enfin, tu veux pas essayer de le raboter un peu? Eh, oh, je suis pas menuisier, moi. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, tu as qu'à demander au voisin, monsieur Roger, les bricoleurs. Et il s'en va, laissant la pauvre Josette en plein désarroi. Puis le soir venu, il rentre à la maison. Et il s'aperçoit avec satisfaction que l'évier est débouché et que la porte de la chambre ferme. Ah,
Alors, il est venu, M. Roger? Ah oui. Et puis il a tout réparé. Quand je lui ai demandé combien je lui devais, il m'a dit rien du tout. Oh, ça c'est gentil. Non, il m'a juste dit, tu me fais l'amour ou tu me fais un gâteau. Alors, quel gâteau tu lui as fait? Eh oh, je suis pas pâtissière, hein. On rigole, mais j'arrive toujours pas à Caramba, moi. Hein. Ah ouais, alors ça c'est embêtant. Non, c'est vrai, c'est embêtant, parce que sur l'affiche, il y a marqué Caramba. Hein, si je vous raconte pas une histoire qui finit par Caramba, vous n'allez pas être content. Je comprends, remarquez. Hein, moi, c'est vrai, j'achète un camembert, il y a marqué camembert sur la boîte, il y a même une vache normande. J'ouvre la boîte, je trouve un reblochon, même si j'aime le reblochon, je fais la gueule quand même. Et même si la date de péremption est bonne. Alors, cela dit, sur mon affiche, il n'y a pas de vache normande, il y a bon, mais il n'y a pas de date de péremption. Ah bah voilà. Ah bah de quand elle date, cette histoire de Mexicain? Eh bien, elle date de l'époque où le Mexicain n'a encore que 15 ans. Eh oui. Il s'appelle Ramon, c'est le fils de Miguel, un barbier de Mexico. Alors, Ramon rêve de devenir chanteur de bel canto, eh oui. Seulement, voilà. Son père veut le voir reprendre sa suite à la boutique. Alors ça, Ramon, ça le mine totalement. Mais, comme il est lâche, eh bien, il ne dit rien. Et Ramon, lâche, miné, se fait secrètement engager comme figurant à l'Opéra de Mexico, dans L'Homme de la Mancha, avec Placido Domingo qui joue Don Quijote et Luciano Pavarotti qui joue Don Quipette. Sancho Panza. Alors, entre les deux chanteurs, c'est la bagarre. Je te préviens, Placido, que je vais voir mon nom plus gros que le tien sur l'affiche. Ma perché? Perché j'ai chanté le mois dernier à Lourdes devant 150 000 personnes. Tout le monde, il était bouleversé. Ma, j'ai si bien chanté que quand j'ai eu fini, j'ai vu d'eau et larmes couler sur les os de la statue de la Vierge. Mon pauvre Luciano. Moi, j'ai chanté à Rio devant 200 000 personnes, au pied du Corcovado. Tu sais, la montagne avec le Christ tout en haut. Mais j'ai si bien chanté que quand j'ai eu fini, le Christ lui-même, il est descendu à pied de la montagne pour m'embrasser. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Non, tu chantes beaucoup mieux que ce gros con qui fait pleurer ma mère. Hein? Et la dispute éclate aussitôt. Les deux chanteurs finissent par quitter l'opéra en claquant la porte. Slam! Et re-slam! Alors évidemment, Ramon en profite aussitôt pour reprendre le rôle de Don Quichotte au pied levé. Eh oui! Et puis le jour de la première, eh bien, il décide de tout avouer à son père. Sa passion pour l'opéra et son engagement dans L'Homme de la Mancha. Alors, évidemment, Miguel éclate dans une violente colère. Et c'est justement à ce moment-là qu'un touriste français entre dans la boutique. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Voilà, j'ai une réception ce soir à l'ambassade de France. Nous recevons le général de Gaulle. Alors, j'aimerais avoir un coup de rasoir en dessous, un coup d'éponge au-dessus. Ah, no problème, señor. Asseyez-vous dans les grands fauteuils, là. Le grand faute. Ah oui, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, señor, ça tombe très bien, parce que, vous voyez, là, je vous présente mon fils Ramon. C'est lui qui va vous raser. Mais non, papa, moi, je suis pas barbier, je suis chanteur. Je vais te faire chanter, moi, Castafiore. Tu vas raser le señor, sinon je vais te flanquer una torgnola qui va te dévisser la cabeza. Attendez, tout compte fait, je vais réfléchir. Je vais me contenter du coup d'éponge. Ah, ¿por qué no, señor? Il faut bien que les petits apprennent le métier. Ramon, tiens,
Voilà un rasoir. Tu rases, señor, inmediatamente. Vamos. Si, papa. ¡Oh, no, il m'a coupé! Mira lo que hizo, hijo de cretín. Tu vas recevoir la torgnola que je t'ai promise. Et Miguel envoie un terrible coup de poing à son fils, Foum, qui se baisse, et c'est le Français qui prend tout dans la tronche. Oh, oh non! Il y en a un qui me laboure la joue et l'autre qui me bourre le pif. Excusez-moi, señor, excusez-moi. Mais c'est la faute de Ramon. Il va se rattraper. Oh, Ramon, si tu fais encore mal au señor, tiens, je t'éclate la tête avec cette batte de baseball. Vamos! Papa. Oui, si, papa. Oh non! Oh, s'il continue de me découper en tranches, on va m'appeler Giscard Paccio. Alors là, tu vas voir. Miguel envoie un terrible coup de batte à son fils, Foum, qui se baisse in extremis, et c'est encore le Français qui prend tout dans les dents. Poum, oh, non. Non, mais ça va pas. Excusez-moi, señor. C'est encore la faute de Ramon. Il va se rattraper. Cette fois, Ramon. Cette fois, tiens, regarde. Je décroche le fusil. Et à la moindre gratignura, je te tue. Vamos! Si, papa. Le môme fait le tour du touriste, il attaque la deuxième joue. Et c'est là qu'il lui coupe l'oreille. Elle tombe par terre. Pouc. Alors là, dans un réflexe surhumain, le Français pose son pied sur son oreille, il fait « Boucle-la, petit, ton père a rien vu ». Alors, pour échapper à la colère de son père, le jeune Ramon prend sa guitare, son sombrero, du pain, du beurre, sa trottinette, et il fonce dans le désert de la Sierra Madre. Quand il est sûr de ne pas avoir été suivi, pour se sustenter, il sort le pain, le beurre, et se fait une tartine. Il ouvre la bouche pour la manger, mais tout à coup, il y a un condor qui arrive. Il lui pique sa tartine et s'envole dans la montagne. Alors, jeune Mexicain, fou de l'opéra, entame le grand air de la tartine. Le condor est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle quand il dérobe une tartine beurrée. Il s'envole dans la cordillère en ricanant comme un enfoiré. Le poursuivre, c'est une vraie galère en trottinette dans la Sierra Madre. Condor, 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 t'es mort, condor, espèce d'enfant des salauds. Il n'a jamais connu des lois. Il ne donne pas cher de ta peau. Si il t'attrape, prends garde à toi. Enlève tes pattes de mon beurre ou je vais faire un malheur. Et tu me rends pas ma tartine, yeta, assassine. Et Ramon est arrêté pour tentative de meurtre sur Condor avec préméditation. Et jugé et condamné à perpétuité. Le temps passe et un jour, il arrive à l'âge de 95 ans. Ramon est transféré pour bonne conduite dans une maison de retraite. Mais il a toujours la vengeance chevillée au corps. Il va m'évader, à cette fois, cognon de condor.
Yo retapo. Il erre dans les couloirs de l'hospice à la recherche d'une tartine de pain beurré qui pourra lui servir d'appât. Excusez-moi, señor. Viens aquí, por favor. Je voudrais savoir où se trouve la cantine pour me faire une tartine. Ah ben, c'est pas difficile, c'est au fond, à droite. Oh, mais t'es nouveau ici, toi, hein? Ah si, je m'appelle Ramon. Eh ben, moi, c'est Eugène. Oh, dis donc, Ramon, tu fais toujours l'amour à ton âge? Ah non, moi c'est fini, moi. Eh ben, moi, j'ai 92 ans, et avec Morissette, je fais l'amour tous les après-midi. Oui, je m'allonge tout nu sur le dos, elle m'attrape la zibounette, elle la lâche, et si elle tombe à droite, c'est moi qui commence la partie de Scrabble. Ah si, muy bien. Muchas gracias. Adiós. Et Ramon part à la recherche de la cantine. Et au détour d'un couloir, il entend des vagissements sauvages. Et là, il découvre, assise sur un banc, une mère de famille en visite qui tente vainement de donner le sein à son bébé. Ah, mais le môme refuse catégoriquement, la mamelle douloureusement gonflée de lait. Ramon intervient. Excusez-moi, señora, mais je crois que vous ferez mieux de donner el biberon al niño. Ah, je sais, mais c'est pas un biberon qui va arrêter ma montée de lait. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est un tire-lait. Un tire-lait? Ça, vous allez avoir du mal à trouver un tire-lait ici, en sous maison de retraite. Ah, je sais. Dites, monsieur, pour me soulager, vous voudriez pas me téter un peu? Ah, si, como quieran, inmediatamente. Et le vieux Mexicain s'assoit à côté de la jeune femme qui dépose son lardon braillard dans son landau. Oui, oui. Puis elle tend son téton généreux à Ramon, qui commence à téter. Mais plus ça va, plus la tétée du Mexicain fait monter chez la jeune femme une excitation qu'elle a bien du mal à contenir. Attendez, monsieur. Dites donc, vous n'avez pas envie de quelque chose de plus consistant? Hein? Ah si, je prendrais bien une tartine. Ramon prend congé, et puis il ouvre une porte et tombe sur tout un groupe qui regarde une émission de télé-réalité. Ah, excusez-moi, monsieur. Je voudrais savoir où se trouve la cantine. Qu'est-ce que vous regardez là? Là, on regarde Lucienne et les centenaires. C'est un jeu au cours duquel Lucienne doit choisir entre plusieurs riches centenaires pour se remarier. Oh ben là, il vient d'essayer de se faire Raymond dans la piscine. On n'a rien vu hein, parce qu'ils étaient dans l'eau. Mais à un moment donné, on a entendu Raymond dire « Ah, je sens que ça rentre ». Et Lucienne a répondu « De ton côté peut-être, mais pas du mien ». Gracias. Ramon continue sa recherche, il arrive enfin au réfectoire, tombe sur un couple attablé. Alors tandis que la femme mange avec appétit, l'homme en face d'elle lui fait la causette en tenant une magnifique tartine de pain beurré grosse comme ça. Anne, dis donc, Louisette, tu sais, hier soir, j'ai vu un film du commandant Cousteau. Alors moi je me suis toujours demandé pourquoi les hommes grenouilles sautaient du bateau dans l'eau de dos. Mais parce que s'ils sautaient de face, ils tomberaient dans le bateau. Là, Ramon intervient. Excusez-moi, señor, mais qu'est-ce que vous attendez pour manger votre tartine? Bah, que Louisette me rende mon dentier. Là, Ramon pique la tartine et il s'évade de l'hospice. Ça y est, il la tient, ma vaillance. Il retrouve sa vieille guitare, son vieux sombrero, sa vieille trottinette toute rouillée. Ça y est, je la tiens la fin de mon histoire. Il arrive au milieu du désert de la Sierra Madre. Il brandit la tartine beurrée fièrement sous le soleil. Il ouvre la bouche pour mettre dedans. Et là, le condor revient. Pique la tartine et il s'en va dans la montagne. Alors là, Ramon bondit. Aïe. Il part à la poursuite du condor qui vient de disparaître derrière la cime. Yo rechapo. Il monte sur le sentier qui longe la montagne. Il arrive enfin en haut. Et là, il découvre un énorme nid de condor
au centre duquel se dresse un gigantesque tas de tartines de pain qui ont toutes été débarrassées de leur couche de beurre. Alors attendez, Ramon fait un pas vers l'autre versant, et là, il découvre, avec stupéfaction, une immense piste de ski entièrement faite de... Oui. Il lève les yeux et tout là-haut, il aperçoit le condor qui retourne la dernière tartine côté beurre sur la piste. Il monte dessus comme sur un skateboard et il s'élance sur la pente en criant « Caramba !» Aïe aïe. Y arriba, y arriba. Merci Gérard. Oh non, en fait, il s'appelle pas Gérard, il s'appelle Alexis, il est là et vous pouvez l'applaudir. Vous la connaissiez, l'histoire du Mexicain en trottinette avec le... Oui bah, bah oui, mais alors pourquoi vous ne me l'avez pas raconté plus tôt? On aurait gagné du temps. Moi, j'adore en plus qu'on me raconte des histoires drôles. Ah oui, j'adore ça. Et quand je vais en tournée, on me raconte tout le temps, pratiquement dans toutes les villes. Et je crois que le meilleur souvenir que j'ai de ça, parce que j'ai des souvenirs quand même, c'était à Marseille, il y a quelques années. Je sortais de scène à l'Odéon, très beau théâtre qui était refait à neuf d'ailleurs, en haut de la Canebière. Et je tombe sur un vieux provençal qui me dit, alors, sur un ton ne permettant aucune réplique, « Monsieur Montagnier, je vous ai raconté une que vous ne connaissez pas. » Je dis, ça m'étonnerait. Moi. Eh bien, si vous la connaissez, vous payez le champagne. Tu parles, c'est moi qui paye le champagne, oui. Oh, je vous la raconte. C'était l'histoire d'un ramoneur et de son apprenti qui arrive à 8h du matin chez monsieur et madame Escartefigue. Sonne à la porte. Pas de réponse. Bon, allez, on va aller boire le pastis, ça reviendra dans une demi-heure. D'accord, patron. Et à 8h30, il sonne à nouveau. Pas de réponse. On boit un autre pastaga. D'accord, patron, mon Dieu. À 9h, ils sont de retour. Toujours pas de réponse. Ouh, ça va être l'heure du pastis, hein. D'accord, patron, mon Dieu, maman. Et à 10h, les revoilà. Bah, cramponne-moi. Pom, 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 pom. Madame éclate figue, madame écrase ta figue, crache ta figue, madame crache ma figue. Oh, madame au commande déjà. Ah, ça fatigue. C'est ça, madame, ça... Oh, bonjour, madame, ça fatigue. La porte vient de s'ouvrir, effectivement, sur madame Escartefigue, en robe de chambre molletonnée rose, la tête pleine de bigoudis. Oh, boudis ou messieurs,
Oh, messieurs les ramoneurs, je suis désolé. Je devais me lever à 7h30 pour vous accueillir, mais mon mari a ronflé tellement fort cette nuit, je me suis mise debout le qui est. Et ce jour passe, ce matin, il est parti sans me réveiller. Je vous ai pas entendu. Alors là, si votre rami gonfle, si votre mari ronfle, madame, cache-ta-crâne figue, je vais vous donner un truc de ramoneur. Non, c'est pas la peine, j'ai tout essayé, garaille, rien ne marche. Ah oui, mais là, ça, madame la figue, c'est de la technique de ramonage. Oh, Zeb, oh, réveille-toi. Ah, oui, d'accord, patron. Donne donc une plume d'oie à madame la figue. Ah, c'est que je l'ai mise. Il fouille dans sa besace, l'apprenti, puis il sort une magnifique plume d'oie toute blanche qu'il donne à madame Escartefigue. Et qu'est-ce que les jeunes fassent de votre plume, là? Me déguisez en folie bergère? Non, madame Escartefigue. J'ai bien dit, hein, là. Quand votre mari ronfle, vous chatouillez la plante des pieds avec la plume. Vous allez voir, c'est radical. Bon, mais c'est pas tout ça, il y a une cheminée à ramoner, hein. D'accord, les deux ramoneurs se mettent tant bien que mal au travail. Ah, ouh, elle est toute propre, hein, cette cheminée. Non, ça c'est la machine à laver, elle est là, la cheminée. 2 mois plus tard, alors que les ramoneurs passent à nouveau dans le quartier, madame Escartefigue leur fait signe. « Oh, messieurs, montez, que je vous offre le pastis !» Ah là, ils se font pas prier. Hop, ils montent tout de suite. Ah, bonjour madame Escartefigue. Oh, messieurs, oh, je vous dois une fière chandelle. Grâce à votre plume d'oie, mon mari ne ronfle plus. Peu cher, je vous l'avais dit. Oh, que le bon Dieu vous bénisse. C'est un miracle du ciel. Ah non, madame Escartefigue. Non, c'est pas un miracle du ciel, je vous l'ai dit. C'est un miracle de la technique de ramonage. Je comprends pas. Eh bien, quand votre mari ronfle, il est sur le dos. Ah oui. Vous lui chatouillez la plante des pieds avec la plume. Il écarte les jambes. Les coucougnettes tombent, elle bouche le troufignon et ça coupe le tirage. Arrête. On va pas se quitter comme ça. Non, il faut que ça finisse en chanson, moi je vous le dis. Ah oui. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Moi j'aimerais bien qu'on reprenne la chanson du Condor tous ensemble. Ah, le Condor rebelle. Mais alors, vous allez me faire le contre-chant à un moment donné. Vous allez me faire Condor, t'es mort. Bon. Mais vous n'allez pas faire que ça, vous allez faire aussi Regarde à toi 2 fois. Hein. On essaye 3, 4. Regarde à toi. Ça traînait un peu, mais bon. On va aller chercher une autre laitue. Non, il faut un peu que ça soit couillu, allez. Regarde à toi. Allez, 3, 4. Regarde à toi. Ah, voilà, ça c'est bien. Bon, alors attention. Musica, maestro, per favore. Le condor est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle quand il dérobe une tartine de riz. Il s'envole dans la cordillère en ricanant comme un enfoiré. De poursuivre, c'est une vraie galère entre trottinait dans la Sierra Madre. Condor, espèce d'enfant des salons, qui n'a jamais connu des lois, et ne donne pas cher de ta peau. Si est attrapé, prends garde à toi. Enlève tes pattes,
de mon beurre où je vais faire un malheur. Si tu me rends pas ma tartine, yeta, j'assine.